Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Clovis Nyonzima. Nous sommes jeudi 28 mai 2026. Bonjour et bienvenue à mes fidèles de la RPA à ce journal dont voici les principaux titres. En Tanzanie, les réfugiés burundais du camp de Nyarugusu subissent des violences physiques et des pillages pour les forcer à rentrer au pays. Pendant ce temps, au Burundi, une pénurie de sang alarmante frappe la province de Butanyerera où les patients de résistance négatifs sont contraints de chercher eux-mêmes leurs proches pour survivre. Et puis à Bujumbura, c'est la colère au marché incendié de Kinama. Les commerçants rejettent catégoriquement une contribution forcée de 200 000 destinée à la reconstruction de son marché. Voilà pour le sommaire. Bien le bonsoir mesdames et messieurs, tout de suite le développement de ces titres. Ouvrons ce journal par la situation particulièrement précaire des exilés burundais dans la sous-région. Les réfugiés burundais installés dans le camp de Lusenda, en République démocratique du Congo, dénoncent une vague de persécutions et d'exactions dont ils sont victimes depuis la mort d'un ressortissant congolais marié à une burundaise. Selon des sources concordantes sur place, plusieurs réfugiés ont été arrêtés et incarcérés, tandis que certaines femmes ont subi des violences sexuelles. Toutes ces personnes sont soupçonnées d'implication dans l'assassinat de ce citoyen congolais. Les détails avec David Claude Mbananayo. La situation a dégénéré dans la nuit du jeudi 21 mai 2026 à la suite de l'assassinat d'un ressortissant congolais de l'ethnie Bashi dans le cadre de réfugiés de Lusenda situé dans l'est de la RDC. Selon plusieurs sources locales, cet homicide a été commis par des éléments appartenant au groupe armé Wazalendo. Depuis cet incident, des réfugiés burundais vivant dans son camp font l'objet de représailles attribuées à certains membres des Wazalendo qui les accusent d'être impliqués dans la mort de ce citoyen congolais. Des sources concordantes indiquent que plusieurs réfugiés ont été arrêtés au cours de ces derniers jours, tandis que des cas de violences sexuelles visant des femmes réfugiées sont également signalés. Le plus inquiétant, c'est que certaines personnes présentées comme des proches de l'homme accusé d'avoir tué cette personne ont été violemment battues. Des femmes ont également été victimes de viols. Au moins 4 d'entre elles l'ont reconnu et ont choisi de se rendre à l'hôpital, mais elles n'osent pas porter plainte auprès de la police par peur de représailles. Les réfugiés burundais dénoncent par ailleurs un traitement discriminatoire dans cette affaire. Selon leurs témoignages, ceux des Burundais sont interpellés, alors que certains Congolais également soupçonnés d'implication dans ce meurtre ne sont pas inquiétés et bénéficient de la protection des groupes Wazalendo. Face à cette situation, ces réfugiés lancent un appel aux autorités compétentes ainsi qu'aux organisations humanitaires afin que cessent les actes de harcèlement et d'intimidation dont ils disent être victimes. Ils affirment vivre dans une peur constante depuis le début de ces événements. Nous demandons que l'on nous vienne en aide car la situation est très inquiétante. Les habitants ne savent plus à qui parler par crainte des Wazalendo qui sont originaires de cette localité et qui pourraient s'en prendre à nos familles. Le cas de Lusenda est actuellement encerclé par au moins 4 groupes Wazalendo régulièrement accusés par les réfugiés de graves exactions, notamment des actes de torture, des violences sexuelles, des pillages et des vols répétés. Parmi les responsables les plus fréquemment cités par les sources locales figurent des hommes connus sous les noms d'Oyesu et Mandela, présentés comme des chefs de groupe affiliés au mouvement Wazalendo, dirigé par le chef rebelle dénommé Yakutumba.
Toujours au chapitre des réfugiés, mais cette fois-ci c'est en direction de la Tanzanie. La vie devient de plus en plus difficile pour les réfugiés burundais vivant dans le cas de Nyarugusu, depuis l'annonce par les autorités tanzaniennes qui les exigent de s'enregistrer pour un retour forcé au Burundi. Plusieurs réfugiés ont été battus ces derniers temps, sans même les demander pourquoi n'ont pas encore se fait enregistrer. Les quelques biens qui leur restent sont également détruits. Désiré Hatungimana nous décrit la situation que traversent ces réfugiés. Dans ce camp de Nyarugusu, depuis l'annonce au cours de ce mois de mai d'une mesure obligeant les réfugiés burundais à s'inscrire pour être rapatriés de force au Burundi, les policiers et les responsables du camp multiplient les descentes dans différents quartiers occupés par les Burundais. Selon les témoignages recueillis, toute personne trouvée censée être enregistrée est battue sans explication, comme en témoigne ce réfugié actuellement alité à la suite des coups reçus. Je n'oublierai jamais ce qui nous est arrivé. J'ai été frappé et violemment maltraité. Même en ce moment où je parle, je ne peux pas me tenir correctement. Je ne peux plus sortir dehors. Ils m'ont battu le 23 en samedi. Toute ma famille a été frappée, pas seulement moi. Beaucoup de personnes ont été agressées et gardent de graves séquelles. Même leurs panneaux solaires ont été détruits. Un autre réfugié gravement tabassé dans son camp est connu sous le nom de Kohoye. Selon notre source, cet homme a éprouvé d'énormes difficultés à recevoir des soins après les coups qu'il a subis. Il a été sérieusement battu. Ses épaules ont été gravement touchées. Les coups étaient tellement violents, il a des bleus. Il n'a pas pu aller à l'hôpital parce qu'on lui disait que les Burundais doivent simplement rentrer chez eux. Il a seulement réussi à acheter des pommades et des antidouleurs dans une pharmacie. Quand il vous trouve en train de préparer vos bagages, il vous accuse d'avoir tardé à vous enregistrer et il commence immédiatement à vous frapper. Ces réfugiés burundais de Nyarugusu continuent à implorer l'aide de la communauté internationale pour les aider à stopper ces persécutions. Je voudrais poser une question. Est-ce que les dirigeants de l'ONU et les organisations de défense des droits humains entendent réellement nos cris de détresse? Est-ce que ces informations leur parviennent? Ou bien notre souffrance reste-t-elle ignorée? Pour moi, ce que nous vivons ici en Tanzanie n'a pas encore arrivé à d'autres gens. Le gouvernement tanzanien prévoit de fermer à la fin du mois de juin la partie du camp de Nyarugusu qui abrite les réfugiés burundais. Face à ces menaces qui pèsent sur les exilés dans la région, des voix s'élèvent également en Europe pour demander la protection des demandeurs d'asile. La Suisse devrait suspendre la décision de renvoyer des Burundais demandeurs d'asile car leur sécurité pourrait être menacée une fois de retour au Burundi. Ces propos ont été tenus par Armel Niongere, président de la CAT Burundi, lors d'une conférence de presse organisée ce mercredi par des organisations de défense des droits humains burundaises et internationales pour demander la suspension des expulsions des demandeurs d'asile burundais vivant en Suisse. Alors qu'environ 700 dossiers des Burundais ont reçu une décision négative depuis 2022, y compris certains déjà renvoyés au Burundi, Armel Niongere a demandé aux autorités suisses de ne pas se limiter à évaluer les risques encourus par les personnes expulsées dès leur arrivée au Burundi, mais d'analyser également leur situation sur le long terme, car certains Burundais subissent des persécutions plusieurs mois après leur retour au pays. Écoutez. Et la question se pose aujourd'hui est simple. Peut-on réellement considérer qu'une personne ayant demandé l'asile peut être renvoyée sans risque vers le Burundi dans le contexte actuel? Et le principe de non-refoulement, consacré notamment par la Convention de Genève relative au statut des réfugiés, interdit le renvoi d'une personne vers un pays où elle risque de persécution ou de violations graves des droits fondamentaux. Et or, dans le cas du Burundi, les risques ne doivent pas être évalués uniquement au moment du retour. Ils doivent également être analysés à moyen et à long terme. Et aujourd'hui, une personne qui demande une protection internationale à l'étranger
peut être perçu comme ayant dénoncé des violations des droits humains, des problèmes de sécurité ou l'absence d'une justice indépendante au Burundi. Dans le contexte actuel, cela peut créer des interrogations, des pressions ou une surveillance particulière à l'égard de cette personne, même lorsqu'elle n'a pas d'engagement politique visible. Et je voudrais également attirer l'attention sur la situation particulière des personnes ayant quitté le Burundi depuis la crise de 2015. Et lorsqu'une personne revient après plusieurs années d'absence, surtout dans un contexte préélectoral, il y aura les élections présidentielles l'année prochaine, plusieurs questions surgissent immédiatement. Pourquoi cette personne est-elle partie? Pourquoi a-t-elle demandé l'asile? Qu'a-t-elle déclaré à l'étranger lors de la procédure de demande d'asile? Ces interrogations peuvent entraîner des intimidations, des pressions ou une surveillance accrue au niveau de la communauté. Et il faut être clair, l'absence de problème immédiat après le retour ne signifie pas absence de danger. Les risques peuvent apparaître plusieurs semaines ou plusieurs mois plus tard. Je voudrais également revenir sur les retours des réfugiés burundais depuis la Tanzanie, que certaines autorités considèrent comme des retours volontaires démontrant une amélioration de la situation au Burundi. Et cette interprétation ne reflète pas la réalité vécue par de nombreux réfugiés. Retourner au Burundi ne signifie pas nécessairement que les risques ont disparu. Pour beaucoup, ces retours sont davantage liés à l'épuisement, à l'absence de perspective ou aux conditions de vie difficiles qu'à une réelle amélioration de la situation des droits humains au Burundi. Au cours de cette même conférence, des témoignages des Burundais déboutés de l'asile en Suisse ont également été présentés. L'un de ces Burundais qui s'est vu refuser l'asile et se trouve dans l'attente de la suite de sa procédure a demandé à la Suisse de prendre davantage en considération les risques auxquels sont exposés les réfugiés burundais, en particulier ceux qui ont fui le pays après le troisième mandat de Pierre Nkurunziza. Selon lui, leur retour au Burundi pourrait mettre leur vie en danger. Écoutez. Pour moi, je vais vous témoigner ce qui m'est arrivé au Burundi. C'était au mois de septembre 2022. J'ai été enlevée quand j'étais dans la place du sport dans le terrain des tempêtes. J'ai été arrêtée par les agents de service national de renseignement, notamment le fameux Kazungu, dans son voiture Hilux. Et donc j'ai été directement amenée au service national de renseignement. Dans cette institution, j'ai subi beaucoup de tortures de toutes sortes que j'aime pas toujours évoquer. J'ai fait 3 semaines dans cette institution avant de s'évader. Puis je suis arrivée en Suisse où je croyais avoir la protection, mais j'ai fait toutes les demandes devant la SEM et puis la réponse était la même comme tous les autres Burundais, les vraisemblances des dossiers. Depuis ce temps, j'ai fait un recours au niveau des TAF. Et le TAF aussi a considéré ce que SEM a dit. Ils ont pris la même décision que la SEM. Et pour l'instant, je suis allée d'urgence au sein de l'EVAM, la partie qui sont très difficiles à vivre de façon psychologique. C'est très très difficile de vivre à l'aide d'urgence. Pour moi, chaque jour, chaque nuit, je dois prendre des médicaments pour endormir. Donc c'est vraiment quelque chose qui est horrible pour ma santé et psychologique. Donc, j'aimerais demander à la Suisse, vraiment, étant donné que notre pays, on sait très bien que nous, les jeunes qui ont manifesté contre le 3e mandat en 2015, si on nous renvoie au Burundi, on a une grande risque de disparition. Donc, j'aimerais demander à la Suisse d'arrêter ce renvoi vers le Burundi parce que c'est un pays qui est très dangereux. Cette crainte d'un retour au pays est alimentée par un climat politique intérieur jugé étouffant par l'opposition. Au Burundi, il n'y a qu'en réalité une démocratie de façade, vu que l'espace politique est fermé et que les politiciens n'ont pas la liberté de s'exprimer. Analyse faite par le président du mouvement d'action patriotique MAP Burundi Buhire lors de l'émission Ijamboni Gwawe de la radio RPA. C'était lundi dernier. Pour Emery, Pacifique et Giraneza, depuis 2015, la démocratie s'est gravement détériorée au Burundi et par conséquent, plusieurs politiciens de l'opposition ont fui le pays. Suivez plutôt Emery Pacifique Giraneza, il est le président de MAP Burundi Buhire.
mu Burundi turiko turita demokrasi muri science politique hariho uko citwa bayita démocratie de façade. Ce que nous appelons normalement démocratie au Burundi, en sciences politiques, c'est la démocratie de façade ou démocratie dirigée. C'est-à-dire qu'il paraît y avoir le multipartisme, la liberté d'expression, l'existence des opposants politiques qui peuvent apporter un changement dans la gouvernance, mais tout cela est contrôlé par le pouvoir en place. Le cas illustratif au Burundi, c'est qu'environ 60% des opposants politiques ont fui le pays depuis 2015, ce qui a détérioré gravement la démocratie dans le pays. Le parti CNDD-FDD fait une classification des politiciens. En effet, il y a ceux qui l'autorisent de s'exprimer pourvu qu'ils disent des choses qu'ils désirent entendre. Plusieurs d'entre eux faisant partie des cadres dans le gouvernement du CNDD-FDD. D'un autre côté, il y a ceux qui sont mis à l'écart, mais qui ont l'avantage de se rendre au Burundi et qui peuvent créer un parti politique sans toutefois être des enfants chéris du pouvoir. Et il y en a d'autres dont le parti au pouvoir ne peut en aucun cas accepter qu'ils participent dans la chose démocratique publique, de peur que la population ne suive leurs idéologies plus que celui du parti au pouvoir. Les exemples sont multiples. Ceux dont leurs partis politiques leur ont été arrachés pour qu'ils ne puissent pas se faire élire. À cet effet, Emery Pacifique Guyaneza a expliqué que les éléments indispensables pour qu'il y ait des élections crédibles au Burundi ne sont pas du tout réunis pour le moment, ce qui fait que les élections présidentielles de 2027, qui sont en cours de préparation, ne seront que des élections de mascarade, puisque le gouvernement du CNDD-FDD est un pouvoir de dictature. Suivez-le. Uwosaba demokrasi mu Burundi yosaba yuko hatagira umuntu abuzwa. Pour qu'il puisse exister la démocratie au Burundi, il faut que chaque personne participe librement dans les élections, peu importe son idéologie politique. Que personne ne soit arraché de son parti politique, comme ça a été le cas d'Agathon Rwasa, et que personne ne soit condamné de rester à l'extérieur du pays, car nous voulons tous vivre dans notre pays. Donc, tu ne peux pas parler de démocratie au Burundi quand il y a des centaines de milliers de Burundais qui sont toujours en exil, notamment les politiciens, les journalistes, les défenseurs des droits humains et tous les citoyens qui ne peuvent pas venir au Burundi, victimes d'avoir défendu la vérité. À travers notre récente déclaration du MAP Burundi Buhire, nous avons montré que ces prochaines élections sont une mascarade, car le parti CNDD-FDD dirige le pays dans la dictature totale. Il se comporte comme un groupe rebelle et combat tout opposant politique. Si tous ces éléments ne sont pas réunis, nous ne pouvons plus parler de démocratie au Burundi. On manque de liberté politique, s'ajoute une crise sanitaire préoccupante dans le nord du pays. Dans différents hôpitaux de la province de Butanyerera, une pénurie inquiétante de sang est signalée particulièrement pour les groupes sanguins négatifs. Lorsqu'un malade a besoin de ce type de sang, il doit souvent le chercher auprès de proches ou dans d'autres structures sanitaires qui en disposent, mais ces poches restent rares. Selon plusieurs agents de santé de l'hôpital de Ngozi, au Centre national de transfusion sanguine CNTS de Ngozi, l'on n'a pas souhaité s'exprimer sur la question. Reportage de Rémi de Lagakura. À l'hôpital régional de Ngozi, les principaux bénéficiaires des transfusions sanguines sont les victimes d'accidents, les femmes qui accouchent, les enfants de moins de 5 ans, les enfants prématurés, ainsi que des adultes gravement malades. Les infirmiers de cet hôpital indiquent que, malgré des besoins permanents et importants, l'établissement dispose souvent de quantités limitées de sang en raison du grand nombre de patients provenant de plusieurs régions du pays. Des sources issues du secteur de la santé en Ngozi affirment que le sang du groupe O négatif est particulièrement difficile à trouver, même les autres groupes sanguins ne sont pas toujours disponibles facilement. Les patients nécessitent du sang O négatif sont contraints de solliciter leurs proches appartenant à ce groupe ou de chercher des proches de sang dans d'autres hôpitaux situés notamment à Gitega ou à Bujumbura. Toujours selon nos sources, les équipes du Centre national de transfusion sanguine poursuivent actuellement la collecte de sang dans le centre de santé, des écoles et d'autres lieux publics. Cependant,
le nombre de données a fortement diminué ces derniers temps. Les responsables craignent qu'avec le début prochain des vacances scolaires, la pénurie de sang s'aggrave davantage dans les hôpitaux de la région. Cette insuffisance de sang, surtout des groupes négatifs, est également signalée dans plusieurs hôpitaux communaux de la province. Face à cette situation, les agents chargés de la collecte du sanguine au CNTS d'Ongozi lancent un appel à la population afin qu'elle participe au don de sang, appelant qu'un simple don peut sauver une vie. Le malaise est également économique et social. Cette fois-ci, dans la capitale économique, les commerçants du marché de Kinama, récemment ravagé par un incendie, contestent vivement la collecte de fonds imposés pour sa réhabilitation. Une somme s'élevant à 200 000 francs burundais est réclamée à chaque commerçant qui y exerçait ses activités. Ces derniers affirment ne pas comprendre une telle exigence. Ils rappellent que le gouverneur de la province de Bujumbura, le général-major Aloïs Ndaïkengroukié, avait explicitement déclaré que le marché était couvert par une assurance auprès de la compagnie Agico et que sa reconstruction interviendrait très rapidement. Une annonce qui avait d'ailleurs été confirmée lors de sa réouverture le 15 mai 2026 par le directeur général de la compagnie d'assurance, Lucien Bangura. Écoutez le témoignage de l'un de ses commerçants. biratangaje bimaze iminsi biriko bibera ku isoko ya Kinama kandi n'ubibandanya aho umuntu wese akorera muri iyo soko. Il est vraiment étonnant de voir ce qui se passe depuis quelque temps au marché de Kinama et cela continue encore aujourd'hui. Toutes les personnes qui exercent leurs activités seraient contraintes de payer des sommes allant de 200 000 francs et plus pour chaque emplacement. Voici la situation. Après l'incendie de ce marché, le gouverneur de la province de Bujumbura avait déclaré publiquement devant les personnes qui venaient de perdre leurs biens dans son marché que celui-ci disposait d'une assurance auprès de la société Agico. Il avait alors affirmé que le marché serait rapidement réhabilité. Mais aujourd'hui, la situation devient préoccupante. Nous apprenons que le responsable du marché a ordonné à toutes les personnes y travaillant de payer des sommes allant de 200 000 francs et plus pour chaque commerçant possédant un emplacement dans son marché. Le problème est que les citoyens ne comprennent pas pourquoi cet argent leur est réclamé, d'autant plus qu'aucune réunion d'explication n'a été organisée afin de leur faire connaître la destination ou l'utilité de ces fonds. Si ce marché disposait réellement d'une assurance, comme cela a été déclaré publiquement, alors pourquoi demande-t-on encore cet argent à la population? Quelle en est la justification? Nous demandons aux autorités administratives ainsi qu'aux responsables de ce marché, en commençant par les plus hautes autorités du pays, d'ouvrir une enquête afin que l'on comprenne pourquoi les citoyens sont contraints de verser ces sommes sans explication ni consultation préalable. Ces citoyens ont déjà perdu tous leurs biens dans cet incendie et se retrouvent aujourd'hui dans une situation très difficile, sans moyen de subsistance. Malgré cela, ils continuent d'être sollicités pour des contributions importantes, sans aucune transparence, alors même qu'il est connu que le marché était assuré. Nous demandons donc que cette pratique cesse immédiatement, que le responsable du marché fournisse des explications claires et qu'il soit tenu de répondre à ces actes. Nous demandons également que toutes les personnes ayant déjà payé cet argent soient remboursées, afin que la vérité soit établie et que la transparence soit faite. Enfin, nous demandons aux responsables du marché ainsi qu'aux commissaires du marché d'agir rapidement pour résoudre cette question, afin que les citoyens obtiennent des réponses claires à leurs préoccupations. Turasavye rero abatwara umuntu atwara ino soko umukomiseri w'isoko ko bohagurukira kino kibazo vuba bwango abanyagihugu karonka inyishu kuri kino kibazo. Face à cette collecte de fonds qui suscite la colère des commerçants du marché de Kinama, la rédaction de la RPA a tenté de joindre le général-major Aloïs Ndaïkengroukié, qui est le gouverneur de la province de Bujumbura. Après nous être présentés, nous lui avons demandé s'il était au courant de cette contribution imposée ou si les commerçants étaient victimes d'une escroquerie. Le gouverneur nous a simplement répondu qu'il était pris par d'autres obligations sans donner plus de détails. Et voilà, chers auditeurs, c'est sur ce reportage que nous clôturons le journal en français de ce jeudi 28 mai 2026. Merci pour votre aimable écoute. Merci également aux équipes rédactionnelles et techniques pour leur franche et parfaite collaboration. Et à la présentation de ce journal, vous étiez avec Clovis Josima. Passez de bons moments chez vous. Au revoir.